Et voilà, l'enregistrement a commencé. Et bonjour à tous et bonjour Estelle. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire l'investigation numéro 126 avec toi et dont Mhm. tu ne connais pas les sujets. Comme d'habitude, on a un protocole mixte qu'on peut définir mixte. Donc, il y a une partie fixe dans laquelle je ne pourrai pas te poser des questions ultérieures. Donc, je me contenterai de tes réponses. Et pour les approfondir, dans la partie libre, dans la partie du protocole libre. Bien. Mhm. Et quand tu veux, je vais commencer les décomptes. Quand tu es prête. Je suis prête. Prête? Tu préfères un décompte de 10 à 1 ou de 5 à 1? Dis ça. 10? Bien. Mhm. Alors, prends déjà le temps de prendre une profonde inspiration. Bien. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et tout est détend. Je vais compter de 10 à 1. Et chaque chiffre sera un palier qui t'accompagnera dans le calme, en profondeur. 10. 9. Oui. 7. Et tout est détend. De plus en plus calme et détendu. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Estelle? Bien. 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 Je vais alors commencer avec la première question du protocole. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu observes comment le corps énergétique d'une personne déprimée apparaît par rapport au plan métaphysique. 1, 2 et 3. C'est quand tu l'as dit déjà, Oui. c'est très bizarre. Alors j'ai jamais vu un corps énergétique, mais c'est quelque chose. Je vois quelqu'un qui est comme recroquevillée sur elle-même, qui est pas D'accord. bien, qui pleure, et autour c'est comme gris, mais je sais pas comment l'expliquer. Ça ressemble à comme une éponge tout autour, en fait, mais c'est tout gris. C'est tout gris, tout autour de son corps. D'accord.
C'est très bien. Comment tu te sens à observer tout ça? C'est juste que mes yeux n'arrêtent pas de bouger, mais ça va. Tu peux aussi déconnecter des sensations physiques. Comme ça, tu restes observatrice. Uniquement observatrice. Comme une balade. Ok. Ça te dérange la sensation aux yeux? Non, j'ai l'habitude quand je vois des choses, ça me fait ça. D'accord, d'accord, très bien. Veux-tu rajouter quelque chose au sujet de ce que tu vois, de ce corps énergétique? Rajouter quelque chose, c'est-à-dire. Si tu vois quelque chose de plus au sujet de la question que je t'ai posée. Oh. Je sais pas, c'est bizarre. Ça va très bien. J'ai comme. Je sais. Bah, je vais dire ce que je vois. Bien sûr, bien sûr. Ne réfléchis pas. Vas-y, tu peux parler. Tout autour du corps de la personne, c'est vraiment gris, mais je vois comme au-dessus de sa tête comme quelque chose de très bleu et qui apparaît et qui, comme il veut sortir en fait de ce truc gris, mais qui après disparaît et qui apparaît comme un cœur qui bat en fait au-dessus de la tête de la personne. Intéressant. C'est comme si ça veut prendre de l'espace, de l'ampleur, mais que ça peut pas parce que le truc gris l'enveloppe. Il Oui, le fait disparaître, et le fait réapparaître, et le fait disparaître. Enfin, oui, je vois. Il est comme oppressé. c'est ça. Très bien. Les corps énergétiques des personnes déprimées apparaissent toujours ainsi ou c'est une chose qui peut changer, peut être différente par rapport à la personne? Je peux essayer de voir sur quelqu'un d'autre. Ou même si il y a une réponse qui t'arrive Ah. instinctivement. Bah, ce qui me vient sans avoir regardé, c'est que non, c'est différent. D'accord. C'est différent par rapport à. Il y a toujours cette couleur un peu comme très sombre, mais autour, ça peut être. Il peut y avoir d'autres couleurs. Comme là, je vois une petite fille qui va vraiment pas bien et c'est comme gris, mais il y a du rouge autour. C'est rouge orangé, mais tout autour, alors mélangé au gris. Mais c'est différent pour chaque personne. Très bien. Mais il y a toujours cette nuance de gris, de quelque chose de terne. Le gris, c'est les composants communs en fait. Oui. Mm. La dépression a-t-elle toujours existé? Oui, non ou en partie? Oui. D'accord. À partir du moment qu'on est incarné sur Terre, en fait, ça, c'est comme. Et c'est pas pour tout le monde, en fait. D'accord. Je sais pas comment expliquer. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vois. Quels sont? Dis-moi. Et par rapport à la dépression, j'ai l'impression que c'est comme un. C'est très bizarre, c'est comme quelque chose qui peut faire partie de nous et qui peut se déclencher. Comme une programmation qui peut se déclencher ou pas. Bien. Quelles sont les fréquences vibratoires que tu perçois caractériser chaque état dépressif, si tu perçois des états particuliers aussi? C'est-à-dire les fréquences vibratoires. Alors, vois-tu des fréquences différentes dans des étapes dans l'état dépressif, des fréquences qui se présentent dans la dépression au cours d'une dépression? Prends peut-être un exemple, un de ces cas que tu voyais. Tu peux prendre même ça. Quelqu'un qui est dépressif, qui, qui, qui commence à et qui va petit à petit en dépression, c'est ça. Comment vois-tu les fréquences vibratoires? C'est comme
c'est pas les fréquences que je vois, c'est vraiment la personne comme. Je vois quelqu'un comme un monsieur là, qui est là devant moi, une trentaine d'années, qui a l'air vraiment lumineux et qui à un moment donné, petit à petit, par exemple avec tout ce qui est en train de se passer, il est en train de comme se ratatiner sur lui. Oui. Petit à petit, progressivement. Et sa lumière, elle devient de moins en moins intense. Je vois. Mais vibratoirement parlant, je sais pas comment l'exprimer. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Après, on ira voir dans la partie libre. Quelles sont les pensées que tu ressens caractériser cet état dépressif? Oh, c'est trop bizarre. La première image, c'est une fleur desséchée. Et première image que je vois là, c'est une fleur desséchée dans une. Et sinon, c'est comme c'est comme une bande dessinée tout en noir et blanc, mais qui est, je sais pas comment expliquer, c'est comme quand on voit une bande dessinée qui est tout en couleur et que comme si on avait mis plein de cendres dessus. Oui. C'est lourd en fait, c'est vraiment lourd. C'est pesant. Au niveau du cœur de la personne, c'est comme très pesant en fait. Ouais. Oui. Bien. Rappelle-toi, tu peux observer depuis l'extérieur sans te connecter à cette fréquence. Bien. Quels sont les chakras, même si tu as déjà répondu en partie, qui sont le plus impliqués dans la dépression? Alors, je connais pas le nom des chakras. Il s'agit de points d'énergie qu'on a en particulier 7 dans le corps, mais il y en a plusieurs. Tu peux regarder ça en général. La zone du corps, tu peux me dire. Alors, au niveau du cœur déjà, ça c'est sûr. Oui. Au niveau du troisième œil aussi. Oui. Et le chakra sacré, c'est au niveau des intestins, je crois. Les plexus solaires. Autrement, j'ai le... Alors, le sacré, je sais pas où il est, donc c'est le plexus, c'est ça? Ça dépend de comment on les appelle, mais le sacré, moi j'appellerais plutôt un autre, mais c'est très bien. Après, on va voir la zone, après, dans la partie libre. En fait, pour moi, il y en a 4. En fait, c'est vraiment centré au niveau du cœur. Dis-moi, dans quelle partie du corps alors, au niveau du troisième œil, au niveau du cœur, le plexus solaire, vraiment là, c'est comme oppressant. Oui. Et au niveau aussi des intestins. Oui. Et là, c'est plus comme si on les tordait, quoi. D'accord. Intéressant. Quels facteurs et conditions sur le plan physique et métaphysique perçois-tu comme étant la cause d'une dépression? Je peux... Au niveau physique, je vois... La première chose qui m'est venue, c'est la mort. Je vois. La perte de quelqu'un de cher. Mais mort, là, c'est un exemple, la mort, mais mort ou pas mort. Oui. D'accord, la mort et la perte, donc. La perte, surtout la perte, en fait. Oui. Cette sensation de... comme si on se sentait vide. Voilà. Oui. Complètement... Comme si toutes... C'est bizarre, mais comme si tous les sens qu'on avait en soi, on n'avait plus ça.
Et on est juste complètement perdu, en fait. On n'est plus soi. Oui. Ouais. Et dans le plan métaphysique, vois-tu des conditions qui peuvent être la cause de la dépression? Alors, ce que je vois, c'est une petite fille, une fille d'une dizaine d'années, qui va vraiment pas bien. Et au niveau de son troisième œil, il y a comme, je sais pas, c'est comme un trou rouge. Oui. Et autour, c'est vert, mais je sais pas ce que c'est. C'est comme ça, comme si ce truc-là, ça la plombait en fait. D'accord. Intéressant. C'est comme si, c'est comme une encre qu'on jette à la mer et et la personne, elle essaye de se débattre, mais elle n'arrive pas à bouger. Parce qu'il y a ça là. Je vois. La dépression peut-elle être karmique? Alors j'ai un oui. Veux-tu rajouter quelque chose? Vois-tu d'autres choses? Non. Non? Très bien. Oui, j'ai un truc qui est, je sais pas si ce que ça veut dire. Tu peux me dire. Je vois comme, ben voilà, c'est juste une image où je vois dans l'univers comme c'est tout. Pour moi, c'est la galaxie, hein, c'est tout noir ou c'est quelque chose comme une flèche, comme une flèche, mais c'est comme fait avec des. Je donne la transcription, c'est comme les vaisseaux sanguins, par exemple, mais en flèche, c'est doré, comme le solaire, et ça part de la personne et ça va à un autre point. C'est comme la personne est actuellement là, la dépression, mais comme si elle va le transmettre comme, je sais pas, générationnellement, en fait, enfin même pas, quand elle va se réincarner, en fait. D'accord, oui. Oui. Et comme si c'était transmis à toute sa ligne temporelle? Oui. Oui. D'accord. Et qu'il faut qu'elle en prenne conscience pour s'en débarrasser. Parce que la dépression, c'est pas la dépression qu'on connaît, en fait. C'est autre chose. Que vois-tu? C'est comme le truc comme pour la petite fille. C'est comme si c'était quelque chose qui a été mis là, mais qui doit pas être là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et que si la personne prend conscience que ça ne fait pas partie d'elle et qu'elle est plus que ça, en fait, elle pourrait le désintégrer, en fait. Oui. Ouais. Ouais. Bien. Tu as en partie répondu déjà à la prochaine question, c'est bien. Et la dépression peut-elle être aussi généalogique? Que vois-tu? Je vois comme une photo en noir et blanc d'une descendance de parents enfants. Donc là, c'est
comme, comme si, alors, grands-parents, parents et enfants, et comme s'il y a alors un fil noir qui passait de la grand-mère à la Oui. mère et au fils. Oui. Ouais, comme si c'est comme si c'était normal en fait, que ça allait forcément descendre de génération en génération. Mais c'est pareil, si la personne n'en prend pas conscience, elle ne peut pas s'en libérer. Oui. Je vois. C'est juste ça, un fil noir que je vois qui, sur la photo, c'est comme si on voyait ça descendait, ça comme une rivière noire qui va de, je sais pas si c'est comment ils choisissent les descendants, mais comment ça se fait. Après, on ira voir. Ouais, mais ouais, Très c'est bien. générationnel. Enfin, c'est générationnel, façon de parler, parce qu'en fait, c'est vraiment, oui, c'est comme si c'était quelque chose qui a été mis, mais qu'ils ont sélectionné Oui. certaines personnes. Très bien. Ça répond aussi à la question suivante, mais je te la pose quand même. Peut-être tu auras aussi d'autres informations. La dépression peut-elle être induite? Bah, bah oui, pour moi. Bien. Si tu veux rajouter quelque chose. Non. Très bien. Observe maintenant l'action d'un antidépresseur d'un point de vue métaphysique et décris ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Alors là, je vois un monsieur dans sa cuisine qui doit avoir une quarantaine d'années, qui va plus au travail, qui a été comme, on va dire, le terme qui me vient, c'est consumé par son travail. Oui. Et là, il va prendre un cachet. Déjà, l'ambiance, c'est très sombre, très très sombre. Lui, il écrit comme si il avait perdu toutes ses couleurs. D'accord. Et donc, il prend ce cachet. Ah. C'est comme un brouillard, quelque chose, brouillard mental. Oui. Je sais pas comment expliquer ça. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme au niveau de son cerveau, comme s'il y avait des... C'est comme un... C'est très bizarre, c'est comme un mini vortex, quoi. Comme si... Oui. Oui, c'est ça que je vois. Je sais pas comment l'expliquer du tout, c'est juste ça que je vois dans le cerveau. C'est très clair. C'est très clair. Noir et vert, très noir et vert avec un vert foncé, et ça tourne, je sais pas. Et c'est comme ça, et la personne, elle est juste là. Et qu'elle ne bouge plus parce que ça l'empêche de bouger, en fait. Et c'est le fait de ces médicaments que... Oui, oui, D'accord. parce qu'avant, elle était peut-être pas bien, mais le médicament a fait que comme ça l'a vraiment scotché. Elle n'arrive Ok. plus à réfléchir, plus rien. Donc l'antidépresseur peut-il avoir des effets subliminaux, subtils, niveau subtil? Je pense que oui. Par rapport à ce vortex, c'est le vortex qui me fait dire ça, Oui. que ça n'a rien à faire là. Mais oui, comme si, c'est la même chose qu'avec le truc du troisième œil, Oui, qui ce que tu l'empêchait voyais de... tout à l'heure. Et on dirait que cette personne-là n'avait pas ça, mais elle était quand même toute grise. Mais qu'en prenant l'antidépresseur, elle avait ce vortex qui, comme, pareil, un poids lourd, et la personne ne peut plus. Comme si elle était emprisonnée, en fait. Oui.
Très bien. Bien. On arrive à la fin du protocole, donc je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Avant tout, je te demande comment tu te sens, Estelle. Bien. Bien, parfait. Observe ce vortex tout en restant à distance. Et dis-moi si tu vois que il est lié à quelque chose qui est à l'extérieur de ce monsieur, ou si peut se lier à quelque chose, rentrer en résonance avec quelque chose. Alors, direct, quand tu me posais des questions, j'ai vu à l'extérieur de cette personne, comme dans la pièce, quelque chose, mais comme tapis dans l'ombre, mais je sais pas c'est quoi. La forme est très bizarre. C'est comme, on va dire, comme, oh, c'est noir, c'est tout gluant, Oui, et c'est juste là, dans l'ombre. Mais je sais que c'est pas sa forme. C'est comme si d'accord. c'est pour se cacher. Tu sais, là dans les terres, même s'il fait noir, tu as la possibilité d'avoir les informations. Ta conscience, ta partie subtile sera en mesure de détecter les informations, tout en restant déconnecté par de cet être, bien sûr, sans te connecter. Alors, en fait, ce qui m'a fait faire ce bruit, c'est que j'ai une image dégueulasse, désolée pour le terme que je vois. C'est comme ça n'a rien à voir, mais comme une noix à qui on a coupé la tête et qu'il y a plein de sang autour. Mais D'accord. je suis persuadée, je vois c'est quoi en fait. C'est comme une menthe religieuse. Oui, très bien, je vois. Mm. Elle prend contact direct avec cette personne? Oui, c'est comme en fait elle est reliée au vortex. Mhm. Et quelles sont les conséquences de ces liens, de cette connexion avec cette personne par la suite? En fait, c'est cette personne avant qu'elle prenne ce comprimé, elle était déjà pas très bien, mais elle était grise, elle était juste quand même grise, mais elle avait encore comme, on dirait que ce vortex, c'est comme un lien avec cet être pour récupérer en fait de l'énergie de la personne en fait. Bien, donc avant qu'elle ne prenne l'antidépresseur, il n'y a pas l'entité et par la suite elle se présente? Oui, oui. Très bien. Déconnecte-toi de cette image pour un moment. Respire. Comment tu te sens? Bien. Et observe des comprimés d'antidépresseurs, les médicaments. Vraiment que les médicaments. Observe s'il y a un lien généralisé avec des êtres en particulier. Ben alors, dès que tu poses des questions, je vais direct en fait. Très bien. Et ce qui est bizarre, c'est que le médicament, il a comme explosé. Et à l'intérieur, il y a comme des cendres. C'est que des cendres. Première chose que j'ai vue, c'est ça. D'accord. Mais c'est pas des cendres. C'est-à-dire que ça ressemble à des cendres, mais c'est comme des particules de quelque chose. C'est quelque chose de vivant, mais je sais pas quoi. Donc, tu perçois comme une conscience connectée à ça. Plusieurs. Elles peuvent être des différentes espèces, des différentes origines, ou c'est plutôt la même, c'est que tu observes? La même. La même? C'est vraiment bizarre. C'est comme des mini cet être-là, mais c'est en plusieurs petits en fait. Comme si c'était des œufs, mais c'est pas des petits. C'est juste plusieurs morceaux de cette. C'est comme si elle pouvait se diviser et être présente partout à la fois. Oui, c'est ça. C'est sa façon à elle qui peut pas, si je comprends, se reproduire, qui peut pas se reproduire, qui a tous ces petits trucs là, qui est un morceau d'elle et en plusieurs petits et que la personne elle ingère ça mais elle sait pas. D'accord, intéressant. C'est très intéressant. Déconnecte de cette image, elle ne doit pas être très agréable. Respire. Et ça
De suite, là, j'ai donc une autre question au sujet de ces médicaments. Sont connus dans notre époque. Si tu observes la ligne temporelle de l'être humain, par exemple, à une époque où il n'y avait pas ce genre de médicaments, Mhm. comment comment est le corps énergétique d'une personne qui est déprimée? À l'époque. Dans une époque, par exemple, 1700 ou Mhm. avant. Je suis en 1700, dans les années 1700. Bien. C'est plus lumineux quand même. D'accord. C'est quand même plus lumineux. C'est gris, mais c'est beaucoup moins gris et c'est comme déjà le corps énergétique de personnes normales est très, c'est pas blanc, mais c'est un bleu, mais un bleu très clair et très puissant. Et une personne dépressive, c'est aussi ça, mais il y a une nuance de gris dedans. Donc, on peut dire qu'avec l'avancement de la science et la médecine, c'est devenu plus sombre avec le temps. Oui, 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 c'est déjà la lumière, mais même les personnes lumineuses sont pas aussi lumineuses en fait. Je sais pas comment expliquer. Parce que ça touche pas que les dépressifs, ça touche tout le monde parce que les gens ils prennent tous des médicaments. Oui. Et en fait, c'est le corps énergétique, il a changé de couleur, mais il est juste comme s'il est un peu, enfin, c'était un bleu, je sais pas pourquoi, mais très puissant et qui est devenu un peu plus délavé avec le temps. Pour ceux qui sont pas dépressifs. Et pour les Oui. dépressifs, c'est devenu complètement terne, comme il y a éteint. Oui, La je médecine vois. a fait beaucoup de. C'est comme si la médecine elle a apporté, avec les médicaments, elle a apporté beaucoup de détresse par rapport aux gens et ça n'a pas fait du bien du tout, du tout. Oui. Donc, le corps physique a comme la sensation de se sentir mieux pendant un Ouais. moment défini, en plus, un petit moment, et le corps énergétique en prend les conséquences. Ouais. Je Ouais. vois. Mhm. Je vois. Bien, déconnecte de ça, Estelle. Et tout à l'heure, tu as observé l'image du vaisseau sanguin, donc du fil qui relie une ligne temporelle avec la famille aussi, pour les Mhm. personnes qui sont dépressives. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle la personne s'incarne toujours? Donc, par exemple, une entité qui pousse à s'incarner vers une famille avec cette particularité? Mhm. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais Tu peux me dire ce que tu vois. Après, si jamais je poserai mieux la question de comment je le fais. en fait, j'ai vu que quand la personne elle s'incarne, j'ai l'impression que c'est pas forcément choisi par rapport à la personne, mais par rapport D'accord. à l'objectif de ce qu'on veut faire, de l'être. Alors si, parce que ça doit être quelqu'un qui a beaucoup d'essence et que en fait l'objectif c'est comme je vois que la personne est reliée à, à, à une chaîne. L'objectif c'est ça, c'est l'enchaîner quand elle s'incarne. D'accord. Donc, l'empêcher de manifester cette Oui, couleur bleue que tu voyais aussi oui, tout à l'heure. oui, c'est ça. C'est ça parce que ça peut nuire. Pour eux, ça peut nuire. Oui. Et c'est quelque chose auquel tout le monde est soumis. Ou pas tous. Tu vois aussi des parties subtiles qui arrivent sans.
sans cette marque, cette particularité? Non, c'est comme si oui, c'est ça, comme si c'était des programmes et la dépression en fait partie et que c'est sélectif en fait. Et c'est à l'intérieur de chacun. Oui. Et en fait, c'est sélectif et que pour certains, ça sera la dépression, d'autres, ça sera autre chose, mais ça sera dépendant en fait de leur. Pour moi, ce que je ressens, c'est comme si c'était dépendant de leur lumière en fait. Pour ceux qui ont la lumière, ça dépend de. Toi, tu vas avoir la dépression, toi, tu vas avoir ça, dépendant de si ta lumière est très scintillante ou pas, en fait. C'est comme ça que je vois. Donc, c'est comme quelque chose qui fait partie de chaque être humain, mais tout dépend de comment la personne peut manifester son énergie, son essence pure ça va avoir un effet. Ça va se manifester. Manifester, pardon, oui. Oui, oui. C'est comme si ça va s'activer, comme une chaîne, comme reste là. Et, prends aussi de la distance. Observe par exemple comme la planète en général et observe l'entrée des parties subtiles qui vont s'incarner. Et dis-moi combien de ces parties subtiles sont en mesure de vivre sans déclencher une dépression, sans manifester une dépression. C'est un pourcentage. Là, j'ai quand même une 60%. Qui peuvent déclencher? Non. Ah, qui peuvent vivre bien. Très bien. Oui. Donc, oui. C'est... Mais dans les 40%, c'est pas. C'est fluctuant. C'est pas pareil. Ça dépend vraiment de. Ça fluctue en fonction déjà de si la personne elle arrive à conscientiser ou pas ici. Et de tout, en fait, c'est pas. Ça se déclenche, mais quand ça se déclenche, dépendamment des événements extérieurs, en fait, ça peut être plus ou moins fort. Oui, d'accord, ça c'est intéressant. C'est potentiel, en fait, ces programmes que chaque être humain a en soi fait partie en fait, c'est le moment où on rentre dans la dimension terrestre qu'on le récupère ou c'est déjà avant, entre une dimension et l'autre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est en arrivant... Non, c'est quand on arrive à s'incarner. Donc le moment où on franchit c'est comme... Entre le moment... C'est comme, je vois un tunnel. Il y a un moment donné, avant même comme un bébé qui rentre dans le ventre de sa maman, mais à un moment donné, dans ce tunnel, il y a comme une estampille de ce truc-là. Bam, et il rentre dans le corps, et là, il est là, c'est sûr. D'accord, donc chacun sans faire distinction. Pour cette programmation-là, en fait, c'est comme... En fait, ce que moi je vois, c'est comme si la personne est estampillée, mais c'est très bizarre. C'est comme s'il n'y a pas un seul programme, qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a un qui se manifeste. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si c'est pas un seul programme. En fait, si, c'est un programme, mais qu'il y a plusieurs petits programmes et qu'il y en a un qui va se déclencher pour cette personne, dépendamment de son intensité de lumière. C'est comme une difficulté rajoutée pour la période de l'existence. C'est ça. C'est ça. D'accord. Très intéressant. Tu peux déconnecter de ça. Déconnecter. Pour le tunnel, mais après, pour ce que j'ai dit pour le programme, c'est un ressenti. Je sais pas comment, c'est ça. Oui, c'est la réponse qui te vient. C'est très bien, c'est très bien. C'est la première réponse, c'est sans réfléchir, c'est très bien comme ça. Très bien. Tu peux déconnecter de ça pour l'instant. Et tout à l'heure, tu as observé les pensées d'une personne qui est déprimée. Et tu as observé comme une fleur desséchée.
Et aussi la bande dessinée qui devient comme remplie de cendres. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il y a quelque chose de plus que tu vois de plus encore au sujet des pensées? Des idées assez noires quand même. Là, je suis un petit garçon, mais je vois comme des perceptions de quelque chose de pas très... C'est comme un masque de... Je sais pas c'est quoi. Ça lui appartient? Non. D'accord. Non. C'est comme des images qu'il a, comme il ferme les yeux, il voit ce truc là, c'est comme un masque de... Comment on va dire ça? Un hologramme? Non, alors moi ce que je vois, parce que c'est comme des statuettes en bois avec la tête, en fait c'est une tête de statuette comme un aigle, mais qui a le nez tout crochu, c'est quelque chose de très foncé, très marron foncé. Et je sais pas, il a des visions un peu comme ça, de choses, comme déformées. C'est bizarre. Cet être a une conscience? Non, c'est comme... Oui, ben c'est ça. C'est comme un hologramme. C'est ça. D'accord. C'est quelque chose qui est projeté en lui, dans sa tête. Je vois, je comprends. Et donc, on peut dire que chaque personne, chaque partie subtile qui vit en état dépressif est souvent accompagnée par un être qui, dans l'éther, dans le monde subtil, qui lui rajoute des pensées sombres. Oui. D'accord. Oui, c'est vraiment ça. Oui, ça ne lui appartient vraiment pas à cette personne. Mais elle a ça. Elle a ça tout le temps. Oui. Et existe-t-il quelqu'un qui ne vit pas ça, en fait, qui est dépressif, mais qui n'a pas un accompagnement si sombre dans l'éther, ou c'est valable pour tous? Non, c'est valable pour tous. Bien, je vois. Même si c'est pas... Et là, c'est marrant parce que la personne est dépressive, mais ce qu'elle voit, c'est... Enfin, moi, ça m'apaise ce qu'elle voit. C'est vraiment pas... Mais en fait, c'est comme... Enfin, moi, ça m'apaise, mais pas elle, je pense, parce que c'est tout blanc. C'est comme si elle est dans un lieu où il y a un no man's land, avec juste une fontaine. Très bizarre. Une fontaine, c'est un éléphant, une tête d'éléphant, et de l'eau coule. Et tout autour, en fait, on voit l'eau qui coule, qui est bleu clair et tout. Et tout autour, c'est blanc-gris, comme de la cendre encore, mais partout autour. Donc moi, ça m'apaise de voir ça, mais... Enfin, juste l'eau qui tombe. Oui, l'image. Bien. Mais Ne te connecte pas à ça. Ok. Mais observe seulement. Je pense que ça lui... Elle se sent seule. Cette image qu'elle a, ça a un effet hypnotique sur la personne? Oui. Bien, je vois. Ne regarde plus cette image. Déconnecte de ça. Bien. Intéressant, en tout cas. Et donc, on peut dire, Estelle, que chaque personne qui manifeste une dépression se retrouve dans une création et en compagnie des êtres différents. La première chose qui m'est venue, c'est comme les gens qui regardent la télé. Oui. C'est ça. Comme quand on regarde un film et qu'on on est juste complètement... c'est ça. C'est la même chose. Là-dedans. Seulement que c'est un mauvais film qu'ils regardent. Oui. Elle le vit. Et puisqu'on parle de télé, est-ce que la dépression, la manifestation de cette situation a augmenté avec la période, en fait, l'utilisation de la télévision ou les écrans?
Oui, parce que en fait, ce que je vois, c'est une télé avec comme les ronds hypnotiques là, Oui. et qui sont surtout liés avec la peur, la peur. Mm. Les, les, les- pas les images, si les images et les les discours de peur. Et les gens sont, on dirait que je vois un monsieur qui regarde ça et au fond, c'est comme un petit enfant qui sait pas quoi faire, perdu complètement. C'est, c'est comme une dissociation de la réalité qui fait plonger dans ce piège. Ouais, parce qu'en fait, la personne, quand avant ça, ça allait en fait. Et là, oui, oui. En fait, c'est marrant, c'est que dès qu'elle se connecte à la télé, en fait, c'est pire. Même si c'est un peu moins après, parce que ça a commencé avec ça. Et dès qu'il y a une connexion, mais la personne, elle s'en rend pas compte, c'est pire. Oui, l'oubli de soi. Et là, ça me donne mal. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Non, déconnecte de ça. Déconnecte. Inspire. Expire. Et tu peux même moduler tes fréquences. Tu peux choisir une fréquence de sérénité, de calme, de joie pour finir ce voyage. Juste en restant observatrice. Comment tu te sens, Estelle? J'ai encore un peu mal. Encore mal? Encore mal? Sors cette douleur. Ça ne t'appartient pas. C'est comment tu t'es connecté à cet être. Ça ne t'appartient pas. Avec tes mains énergétiques, tu peux le prendre et sortir. Et tu me dis comment tu fais. Je vois comme une main qui va et qui prend dans mon ventre, en fait, ça. C'est quelque chose de... C'est la comme... tienne? C'est ta main? Non. Non. Alors non. Pourquoi tu permets ça? Ne permets pas ça. Avec toi, à ton énergie, tu sors la douleur. Tu peux sortir la douleur avec ton énergie à toi. Avec tes mains, pas les autres. Que toi. Je le prends. Bien, dis-moi comment tu fais. Je prends avec ma main, en fait, c'est comme si elle traversait mon ventre et qu'elle va chercher c'est comme du charbon, c'est tout noir. Très bien, lève tout ça. Tu n'en as pas besoin. Et je le jette. Bien, tu peux ouvrir un portail, balances là-dedans et après tu le jettes, bien sûr. C'est bon. Et comment tu te sens? Tu peux même changer la fréquence maintenant et tu peux te mettre du calme, du bien-être pour te sentir mieux. Je fais une douche de lumière. C'est toi qui crée la douche? Oui. Très bien. Très bien. On a bientôt fini. On arrive aux dernières questions et puis on revient. Prête? Prête. Bien. Alors, tu voyais tout à l'heure que une des choses qui peut déclencher, qui a un rôle important, en tout cas dans la dépression, c'est la peur de la perte de quelqu'un. Et donc la personne se sent perdue. Est-ce qu'il y a des personnes qui parviennent à surmonter tout ça? Observe quelqu'un qui parvienne, oui, à accepter quelque part la perte de quelque chose, de quelqu'un,
sans se laisser entraîner dans toute cette situation. Je vois un homme qui a perdu sa tante. Mhm. Il est très proche d'elle. Reste observatrice, uniquement observatrice. Et au début, ça l'a vraiment marqué, mais pas tant que ça parce qu'il savait qu'elle était malade. Oui. Donc il avait ces images de tristesse, toutes ces images qui prenaient ça, qui étaient dans son cerveau là. Mhm. Mais je sais pas comment, mais ça lui a même pris un mois. Hein. Et il arrive à les faire disparaître petit à petit. Elles s'effritent, elles disparaissent. Et il va mieux. Pouvons dire qu'il trouve une raison de vivre sans avoir besoin d'être comblé par quelqu'un, par la présence de quelqu'un, qui que ce soit, qui retrouve son l'appréciement pour la vie. En fait, c'est plus comme j'accepte. Oui. Et je laisse partir les mémoires de cette personne. Oui. Oui. Le fait que cette sensation de peur de la perte, donc la difficulté dans la perte, est quelque chose que, de toute façon, sur Terre, on vit tous les jours, d'une façon ou d'une autre. La fin, même dans le livre qu'on lit, ou dans le repas, la fin de quelque chose de plus important. Donc, c'est quelque chose qui est inné dans la dimension terrestre. Ça a un lien avec le programme que nous rencontrons dans l'incarnation. Oui, pour tout le monde. Tout le monde. C'est comme une illusion. Mm-hmm. On veut nous mettre cette illusion. Il faut qu'on ait cette. Pour eux, il faut qu'on l'ait. Qu'on croit que tout se termine et qu'il n'y a plus rien après. Mm. Voilà. Donc ça peut être important de garder à l'esprit, de prendre conscience du fait qu'il n'y a rien qui se termine, il n'y a que des changements. Oui, mais en fait, c'est pour les humains et pour la Terre, c'est autre chose. Parce que la Terre, il y a ce côté fini. Oui. Mais c'est bizarre parce que c'est quand même des hologrammes, mais je sais pas comment expliquer. Il y a quand même une finitude. Pour les choses. C'est bizarre. C'est bizarre. Vois-tu comme la fin de quelque chose sur la Terre? Oui, comme pour les êtres, en fait, qui sont sur Terre, ça se termine. Mais... En fait, c'est différent, l'humain et les êtres vivants. C'est pas pareil. L'humain, on a vraiment ce programme pour lui mettre une illusion. Et les êtres terrestres, c'est comme... À part l'humain, c'est comme... Je sais pas. Que vois-tu? Dis-moi. C'est comme si c'était un hologramme aussi. Quand tu parles des êtres terrestres, tu parles des animaux, des plantes, donc aussi les animaux? Oui, les animaux, les plantes. Enfin, pour moi, c'est bizarre, c'est comme si c'était un hologramme. Je sais pas. Comme une matrice. Oui. Dans laquelle les êtres humains rentrent pour vivre cette expérience. Oui, mais c'est en dissonance avec ce que je pense, donc j'arrive pas. Il faut que je... Ne réfléchis pas, dis-moi juste ce que tu vois. C'est très bien. C'est comme si c'était un hologramme. Donc, il n'y a que les êtres humains, donc les parties subtiles des êtres humains qui sont soumises à ça, ce que tu vois. Oui, c'est le besoin d'oublier, de penser qu'il y a une finitude. Mais l'être humain n'est pas fini. Il n'y a pas de finitude. Le corps meurt, mais non, la personne ne meurt pas. Oui. Oui, ça c'est important à retenir. Il n'y a rien qui se termine pour l'être humain en tant qu'existence. Mais c'est quand même bizarre parce que pour les êtres vivants, c'est comme la Terre. C'est comme si c'est un hologramme, mais c'est pas un hologramme. Je sais pas comment l'expliquer.
C'est quelque chose de plus concret? Non, c'est comme s'il y en avait deux terres. Une terre hologramme et une terre. Ouais. D'accord. Alors, il y a la Terre hologramme dans laquelle il y a les êtres humains, c'est ça? Ah, c'est très bizarre. Dis-moi juste sans réfléchir ce que tu vois. Ben, en fait, j'ai l'impression que les êtres humains, ils viennent sur Terre, sur la vraie Terre, sur Gaïa, mais que Gaïa, elle a aussi cet hologramme tout autour d'elle, en fait. Ils sont sur la Terre, Oui. mais il y a ce monde holographique aussi. Oui. C'est comme si ça enfermait Gaïa. Donc toute la Terre est soumise à cette condition. Bah oui. Bien, ça fait partie de la 3D, de la troisième dimension. Oui, et c'est bizarre parce que les animaux, je peux pas dire. Parce qu'ils sont sur la Terre, ils appartiennent à Gaïa. Oui, 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 oui. En fait, oui, ils sont réels, mais il y a aussi donc finitude, mais non finitude avec. Enfin, je sais pas comment expliquer. L'hologramme, c'est comme. Oui, oui, oui. Enfin, oui. Je sais pas. Ne réfléchis pas, Estelle. C'est comme si Dis-moi juste ce que tu vois. je vois vraiment la Terre et là, je vois dans une forêt avec des animaux et transposé en parallèle la même chose, exactement la même chose, mais comme c'est ça, c'est une matrice. Donc tu vois deux planètes, deux terres. Oui, mais l'une, elle est complètement transparente avec comme des petites grilles partout. Et elle s'emboîte dans la Terre. Donc elles sont superposées. Oui, j'ai l'impression. Pouvons-nous parler d'une dimension physique et dimension éthérique qui se superposent, qui sont l'une sur l'autre? Ah bah voilà. Très bien. On va dire, oui, je trouvais pas les mots, mais oui. Très bien, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est normal, c'est la dimension terrestre. Ouais. C'est la dimension dans laquelle on accepte de vivre l'expérience en tant qu'incarné. D'accord. Très bien. Bien. Déconnecte de cette image pour l'instant. Déconnecte. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. Alors, j'aimerais que ces informations, si tu es d'accord, on peut les diffuser à tous dans cette matrice pour faire en sorte que toutes les parties subtiles qui ont envie d'accueillir cette information, qui est très important parce que tu disais tu voyais tout à l'heure qu'on a la capacité et la force de ne pas manifester cette dépression, même si elle fait partie du jeu. Donc, toutes les informations que tu as pu recueillir dans cette investigation, on va les diffuser pour tous ceux qui ont envie de les prendre. Chacun a toute liberté, bien sûr, pour aller observer et faire ce qu'il voudra avec. Le monsieur avec... moi, je vois le monsieur, la petite fille et le petit garçon. D'accord. Personne d'autre? Déjà eux? Bien. On peut partager ces informations avec tout le monde. Après, chacun pourra en faire ce qu'il veut. Juste l'information. Ça... ça change. C'est comme une plante quand on lui redonne de l'eau. D'accord. Donc, il y a des personnes qui acceptent. Oui. Très bien. Très bien. En toute liberté. Après, chacun son parcours. Mais tant qu'on a des informations, c'est bien de les partager. Ok. Très bien. Alors, on va revenir avec ça. Prête? Commence par déconnecter de tout et de tous. Estelle, complètement déconnectée. Complètement.
Et tu reviens dans tes énergies et uniquement tes énergies à toi. Tu réintègres ton corps et tu peux choisir une fréquence qui t'affectionne le plus pour garder avec toi. Et cette fréquence, tu peux la répandre dans tout ton corps et tu te sens pétillante. Et pendant que cette fréquence se répand et prend force, à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Avec les 1, tu continues de te sentir bien, à merveille. Avec une joie de vivre et complètement régénéré pour la suite de cette journée. Avec les 2, c'est le corps qui commence à se réveiller, les muscles, les nerfs. Tu peux commencer à porter du mouvement, les pieds, les mains, ton corps. Commencer à ressentir les coussins, la pièce dans laquelle tu es. Toujours en gardant une joie de vivre et une fréquence de bien-être qui va t'accompagner pour le reste de la soirée. Et à mon 3, quand tu veux, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir. Comment ça va? Ça va. Ça va? Bien. Bien revenu? Je pense, oui. Tu penses ou tu y es? Ça va. Bien. Alors, je te remercie Estelle. Je vais juste couper l'enregistrement et reste avec moi. Et merci et à la prochaine. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.